Que vous soyez, merci de nous recevoir chez vous. Il est 13 heures partout au Mali. Le journal. Combat Cissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Ouverture au CICB hier de la première édition du Forum international de la diaspora. 3 jours durant, les Maliens vivant dans 77 pays réfléchissent sur les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. La cérémonie d'ouverture était présidée par le chef du gouvernement. Au Burkina Faso, un projet de loi adopté mercredi par le gouvernement vise à dissoudre la Commission électorale nationale indépendante. L'organisation des élections dans le pays sera désormais assurée par le ministère de l'administration du territoire. CAN féminine Maroc 2025, le Maroc affrontera le Mali ce soir en quart de finale à 19h. Le tournoi de montée en Ligue 1 professionnel démarre demain à Bamako. Depuis mi-janvier 2025, le dollar américain a chuté de près de 11%. Cette chute est une première depuis 52 ans. C'est le sujet de la chronique du développement avec Soumaïla Berti. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier au CICB au nom du président de la transition l'ouverture des travaux de la première édition du Forum international de la diaspora. Le thème au centre de cette rencontre de 3 jours qui regroupe les Maliens vivant dans 77 pays est les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. Ce rendez-vous s'annonce comme un moment fort de dialogue, d'initiative et de propositions portées par les Maliens établis à l'extérieur. En 2022, la contribution de nos compatriotes vivant à l'extérieur est estimée à 700 milliards de francs CFA. Ce forum se tient en présence des ministres chargés des Burkinabés et Nigériens établis à l'extérieur. Leur participation s'inscrit dans le cadre opérationnel du plan d'action du gouvernement couvrant la période 2025-2026. On en sait plus avec Mamari Kone. Avec des transferts formels de fonds estimés à 793 milliards de francs CFA en 2022, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, les Maliens établis à l'extérieur apportent une contribution significative dans la construction nationale. Pour cette première édition du Forum international de la diaspora, plus de 500 participants sont venus de 77 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Une diaspora qui participe activement depuis plusieurs décennies à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Cependant, il reste nécessaire de mieux canaliser ces efforts afin que les investissements soient davantage orientés vers des activités productives, généralistes d'emploi, durables et de croissance inclusive. L'Organisation internationale des migrations OIM est fière d'accompagner le Mali dans cette démarche. Pour sa directrice régionale, la diaspora constitue des forces de transformation. Sylvia Ekra, directrice régionale de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En 2024, selon la Banque mondiale, les diasporas des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont transféré près de 35 milliards de dollars, dont 1,2 milliard à destination du seul Mali. Ce forum représente donc une opportunité cruciale pour réfléchir collectivement à des mécanismes permettant de transformer ce potentiel en levier durable de croissance inclusive. Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national, c'est autour de ces thèmes que se déroulent les travaux des 3 jours d'échange. Moussa Ag Ataher, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous nourrissons de grandes attentes à l'égard de ce forum. Nous savons que nombre d'entre vous portent des projets d'investissement ambitieux, souvent confrontés à des freins administratifs ou structurels. Notre volonté est claire. Lever ensemble les obstacles qui entravent vos initiatives et créer les conditions d'un partenariat solide, durable et mutuellement bénéfique
entre l'État malien et sa diaspora. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture a transmis aux participants les salutations et les encouragements du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, parrain de l'activité et qui accorde une attention particulière à la diaspora malienne. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Sous son leadership éclairé, notre pays a retrouvé la confiance en lui-même, l'audace d'imaginer son propre chemin et la force d'unir ses filles et fils où qu'ils se trouvent. Qu'il me soit donc permis d'exprimer, au nom de cette auguste assemblée, notre profond respect et notre gratitude indéfectible à l'endroit du chef de l'État qui, par sa ferme volonté, a souhaité que ce forum international de la diaspora soit un moment d'unité, de communion et d'espérance partagée. Une diaspora dont le rôle stratégique est capital dans la construction d'un Mali nouveau fondé sur la souveraineté, la stabilité et le développement durable. Le Forum international de la diaspora est un cadre d'écoute et de dialogue constructif. C'est pourquoi il est porteur de promesses, celle d'un avenir à bâtir pour tous, selon le chef du gouvernement. Sa tenue s'inscrit pleinement et opportunément dans les grandes priorités de notre pays en matière de développement. Elle reflète notre engagement collectif à œuvrer pour un avenir meilleur, tel que défini dans nos documents de planification stratégique, notamment la vision Malikura Nyata Sirak Aben Samba Flani Bioroni Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement 2024-2033. Le Forum international de la diaspora s'inscrit également dans le cadre opérationnel du plan d'action du gouvernement 2025-2026 en tant qu'action prioritaire favorisant la concertation, l'innovation et la participation citoyenne autour des enjeux du développement. Le programme du Forum s'articule autour de conférences, panels thématiques, ateliers et sessions de co-création. Après la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a visité les stands des différents partenaires de cette première édition du Forum international de la diaspora. Les jeunes de la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté ont participé hier à 2 panels animés par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Les 2 panélistes ont saisi cette occasion pour communiquer sur les missions de leurs départements respectifs. Des missions qui sont en lien avec le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. On fait le point avec Daouda Kone. C'était avec une attention captée que les jeunes de la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté ont suivi le panel animé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Modéré par son collègue en charge de la jeunesse, le panel portait sur les missions et les difficultés que connaît le département en charge de l'enseignement supérieur. Professeur Boureima Kansai, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les jeunes ont été très attentifs et ont été très curieux. Ils ont posé des questions très pertinentes qui concernent les défis du domaine auxquels nous avons apporté des réponses qui ne sont pas exhaustives, mais qui leur ont permis de mieux comprendre ce que nous faisons, comment cela est fait, les résultats que nous visons, les défis auxquels nous nous attaquons et comment ces défis-là sont relevés progressivement. Les participants, majoritairement universitaires, ont été exhortés à choisir les filières techniques pour un jour apporter leur expertise à l'évolution technologique. Professeur Boureima Kansai. Tout ceci est de nature à aider les jeunes à s'engager davantage pour transformer nos pays et pour contribuer à la résolution de tous les défis que l'AES connaît. Donc j'ai vu qu'ils ont beaucoup aimé ces échanges-là. Je suis très confiant par rapport à cette jeunesse qui demeure engagée, qui demeure curieuse et qui, j'en suis sûr, va être porteuse du narratif, en tout cas pour ce qui nous concerne, sur notre crise, sur notre vie, n'est-ce pas, pour contrer tous les autres narratifs négatifs. Le ministre de l'Éducation nationale s'est également prêté au même exercice. Amadou Sissavané s'est ainsi entretenu avec les jeunes sur les actions phares de son département. J'ai présenté le système éducatif malien. 10 questions m'ont été posées qui sont allées dans beaucoup de sens. Ça ne m'a pas surpris. Disons que ça m'a fait dire que nos jeunes-là, ils sont vraiment avertis, ils sont au courant de tout. Cet exercice devra contribuer à stimuler le goût des études et de la recherche chez les universitaires.
En santé, la Croix-Rouge malienne vient de doter les districts sanitaires de Kati, Fana et Ouelessebougou en médicaments et en équipements. La dotation entre dans les cadres du projet Santé des adolescents du Mali. À travers ce don, la Croix-Rouge malienne et ses partenaires renforcent les capacités locales de ces districts pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. La remise symbolique s'est tenue au siège de la Croix-Rouge malienne, Inaba. Au Mali, selon la Croix-Rouge malienne, des milliers d'adolescents font face à des défis majeurs pour leur santé, particulièrement en matière de soins adaptés, d'éducation sanitaire et de prévention. Le projet Santé des adolescents du Mali répond à ces besoins et apporte des solutions grâce à la Croix-Rouge malienne et ses partenaires. À travers ce don de médicaments et d'équipements, la Croix-Rouge renforce les capacités locales pour que ces jeunes bénéficient d'un meilleur accès aux soins de santé essentiels. Nouhoum Maïga, secrétaire général national de la Croix-Rouge malienne. Ces médicaments et équipements médicaux d'une valeur totale de plus de 140 millions de francs CFA contribuent à renforcer le plateau technique des structures sanitaires bénéficiaires. Ces lots comprennent des médicaments tels que des antibiotiques, des antiparasitaires, des antipallidiens, des antalgiques, de palier 1 et des consommables. Financé par les Affaires mondiales du Canada, le projet Santé des adolescents du Mali est mis en œuvre par la Croix-Rouge malienne et celle du Canada. Il contribue à améliorer les indicateurs en matière de santé de la reproduction. Kyogoma Valérie, chef de coopération Mali-Niger de l'ambassade du Canada au Mali. Les médicaments qui seront remis serviront entre autres à la prise en charge des cas de paludisme, de maladies respiratoires aiguës et de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Nous servirons également aux consultations et soins pré- et postnatales pour les mères et les nouveau-nés. Maïga Minti Saban, représentante du ministre de la Santé et du Développement social. Nous, on ne cesse de remercier la Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge canadienne et surtout le projet SAM pour cette donation des médicaments et des kits pour Ouelessebougou, Kati, Fana. Je demande aux bénéficiaires de prendre soin de ces kits et de ces médicaments parce que les populations ont fort besoin de ça. Le projet SAM a touché plus de 3000 personnes. Il vise à renforcer l'accès aux soins et à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Hors de nos frontières, après plus de 2 décennies d'existence, la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso va disparaître. Un projet de loi adopté mercredi par le gouvernement vise à sa dissolution, la qualifiant de budgétivore et sujette aux influences étrangères. En effet, la CENI était financée à hauteur de 760 000 € chaque année, soit près de 500 millions de francs CFA. Et selon les autorités du Faso, l'organisation des élections dans le pays sera désormais assurée par le ministère de l'administration du territoire. Au Cameroun, Maurice Kanto, ancien membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, a officiellement déposé sa candidature aujourd'hui à Yaoundé pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Âgé de 71 ans, il se présente sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, accompagné de cadres de son parti. Il devient le 12e candidat enregistré. Il est à rappeler que les interdictions faites par la loi au MRC d'investir un candidat sont toujours en vigueur. Cette interdiction fait suite au boycott en 2020 des élections législatives et municipales par ce parti. Le Togo a organisé hier les élections municipales, un rendez-vous important dans le cadre du processus de décentralisation entamé par les autorités. Le scrutin s'est cependant déroulé dans le calme, mais avec une faible participation des électeurs. Aucun incident n'a été signalé dans la matinée malgré un contexte politique tendu. Le mouvement M66, collectif d'activistes principalement issus de la diaspora, avait en effet lancé un appel à la désobéissance civile. La France a officiellement achevé ce jeudi le retrait de sa dernière force militaire permanente au Sénégal. Cette remise marque la fin d'une présence militaire depuis l'indépendance en 1960. Ce retrait fait suite à l'appel lancé l'année dernière par le président Bassirou Diomaye Faye pour que toutes les forces
pour que toutes les troupes étrangères quittent le pays. Le général Mbaye Cissé a déclaré que ce retrait s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle stratégie de défense du pays. Évolution dans l'affaire du crash du Boeing Air India, le commandant de bord est soupçonné d'avoir coupé volontairement les interrupteurs qui alimentent les moteurs en carburant, provoquant la chute du vol 171 de la compagnie aérienne le 12 juin. L'annonce a été faite suite au rapport des enquêtes préliminaires du Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens. Retour au pays où le directeur Afrique de la Fédération internationale de la Croix-Rouge séjourne actuellement. Il a saisi l'occasion pour effectuer une visite à Koulikoro où il s'est entretenu avec le personnel du comité local de la Croix-Rouge de Koulikoro. Ensuite, la délégation a procédé à une série de visites successivement à Kayo, à la station ORTM de Koulikoro et à Massala pour constater de visu quelques réalisations de la Croix-Rouge. Adama Traoré. Cette visite à Koulikoro s'inscrit dans le cadre d'une visite des différentes réalisations effectuées par la Croix-Rouge en deuxième région en faveur des communautés locales. Charles Bouzinger, directeur Afrique de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Ma visite, c'est aussi pour pouvoir rendre visite à ceux qui sont affectés par les inondations, par l'insécurité alimentaire ou les aléas de la santé, pour pouvoir constater et voir vraiment les programmes qui sont mis en œuvre par la Croix-Rouge malienne, bien sûr, et ses partenaires, pour qu'on puisse aussi voir quelles sont les directives qu'on peut aussi donner lors des instances. La délégation s'est rendue à la station régionale de l'ORTM Koulikoro. À cet endroit, une adduction d'eau a été réhabilitée par la Croix-Rouge également. Cette visite s'est achevée à Massala, une localité de la commune rurale de Néguétan. La délégation s'est rendue à l'unité de production des savons de l'association des femmes de cette localité. Charles Bouzinger, directeur Afrique de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Nous sommes là en tant que Croix-Rouge et donc voir tous ces programmes qui sont mis en œuvre, qui contribuent au développement des revenus de ces personnes-là à Koulikoro ici. Vraiment, ça c'est quelque chose qui me rend heureux. Le directeur Afrique de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et sa délégation se sont entretenus avec le personnel du comité local de Koulikoro. Les échanges ont porté sur les préoccupations de l'air, à savoir les conditions de travail et la prise en charge des volontaires. Koulikoro, Adama Traoré, Salif Maïga pour l'ORTM. Page Sport Football, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnel démarre demain samedi à Bamako. Les rencontres de la poule A donneront le temps à cette compétition. Football féminin, le championnat national prendra fin dimanche à la faveur de la 6e journée de la phase Caridas. Le champion du Mali sera connu à l'issue du de Rabat, coup d'envoi 19h. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. CAN féminine Maroc 2025, le Maroc affrontera le Mali en quart de finale. Cette rencontre se jouera au stade olympique de Rabat. Le Mali, 3e du groupe C, en quête d'une première qualification en demi-finale depuis le passage à 12 équipes. Eh bien, nos envoyés spéciaux, Hassan Soumaré et Omar Katraoui, nous parlent de cette affiche. Le Mali, malgré un parcours mitigé, lors de la phase de groupe, a réussi à décrocher un ticket pour les quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2024. Les Aigles Dames se sont qualifiés parmi les meilleurs 3e en terminant surtout sur une lourde défaite 4-0 contre l'Afrique du Sud. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles Dames du Mali. La phase de poule est terminée et nous entamons maintenant la phase d'élimination directe. Il n'y a pas de calcul. Vous jouez, vous passez, vous faites la défaite, vous rentrez à la maison. Nous sommes conscients de cela. Toutefois, la qualification de la sélection nationale féminine du Mali pour les quarts témoigne de sa résilience dans ces 2 premières rencontres du groupe C. L'équipe est déterminée à renverser la vapeur. Le match contre le Maroc sera une véritable occasion de se racheter. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles Dames du Mali. Cette défaite n'aura rien sur notre conscience. Maintenant, quant à l'équipe du Maroc,
C'est une équipe joueuse, on connaît cette équipe. C'est un match du quart de finale, ça va se jouer sur des détails. Je pense que vous allez voir une autre image de l'équipe malienne. Aïssata Traoré, c'est nous, attaquante des Aigles Dames. L'adversaire, c'est nous-mêmes. C'est les limites que nous allons nous poser nous-mêmes qui feront que ça pourra basculer de notre côté ou bien de leur côté. Mais nous, de notre côté, on a beaucoup plus d'envie. On est motivé, on a envie de se racheter par rapport au résultat du dernier match. De son côté, le Maroc, en tant que pays hôte, a fini premier de son groupe avec 7 points. Les Lions de l'Atlas s'affirment comme l'une des favorites de la compétition. Soutenus par un public passionné qui les encourage à chaque instant. Leur jeu, basé sur une forte cohésion d'équipe et des talents individuels, leur donne un avantage indéniable en cette phase éliminatoire. Mais l'équipe malienne ne compte pas se présenter en victime expiatoire. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles Dames du Mali. Nous savons bien que c'est une équipe joueuse qui ne lâche rien, qui croit en elle. Nous saurons comment pouvoir les contrer, vu leurs forces et également sur leurs faiblesses. Marocaines et Maliennes se connaissent bien pour avoir disputé beaucoup de matchs amicaux où les Marocaines ont souvent eu le dernier mot. Aïssata Traoré Senou, attaquante des Aigles Dames. L'équipe adverse, on la connaît, elles nous connaissent aussi, donc on ne va pas trop travailler sur elle. Le Maroc part donc avec une confiance accumulée grâce à ces rencontres, mais le Mali ne sera pas à sous-estimer. Les Aigles Dames sont bien conscientes qu'unité et détermination peuvent parfois surpasser les statistiques. Maroc-Mali, deuxième quart de finale de la CAN féminine 2024, c'est ce vendredi 18 juillet 2025 à Rabat au Maroc. Depuis Rabat, Assa Soumaré et Oumar Traoré pour l'ORTM. Le coup d'envoi est prévu pour 19h. Juste avant cette rencontre, le Nigeria sera face à la Zambie. Coup d'envoi 16h. Toujours en football féminin, le championnat national prendra fin dimanche à l'affaire de la 6e journée, la phase des Caradas. Le champion du Mali sera connu à l'issue du choc AS Mandé ISFAS prévu au stade Mamadou Konaté à partir de 16h30. Au classement après la 5e journée, l'ISFAS occupe la première place avec 12 points, suivi de l'AS Mandé, deuxième donc avec 10 points. En ce qui concerne le football chez les hommes, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle démarre à Bamako demain. Les rencontres de la poule A donneront le ton à cette compétition. Au stade Mamadou Konaté donc à 16h, Derby Academy sera face à Eloïdi FC. Entre-temps, au stade Ouazin Koulibaly, TFC de Tombouctou sera face à ATS de Koro. Le FC Balanzan est exempt pour cette première journée de groupe A. Chronique du développement. Nous vous l'annoncions dans le titre, le dollar américain a chuté de près de 11% depuis mi-janvier 2025. Une première depuis 52 ans car le cours de cette monnaie n'avait plus connu une telle déroute. Mais cette situation est loin d'être fortuite car voulue par l'actuelle administration américaine pour relancer son économie. Quelles sont les causes de cette baisse du taux d'échange de dollars US et ses répercussions sur l'économie mondiale? Élément de réponse dans la chronique du développement du jour avec Soumela Berthe et Marc Daméli. Les phénomènes ne s'étaient pas produits depuis 1973. Le dollar américain enregistre sa pire performance avec une chute de 10,7% durant le premier semestre de l'année et reste confronté à divers obstacles en ce début du second semestre. Alors, quelles sont les causes de cette déroute du billet vert? Écoutons les explications du Dr Madou Cissé, économiste. La première cause de la chute du dollar, c'est l'incertitude dans laquelle les États-Unis sont plongés présentement avec l'arrivée du clan MAGA au pouvoir, à savoir Make America Great Again. Les incertitudes du président américain à travers les taxes font que les investisseurs n'ont plus la même envie de placer leur épargne aux États-Unis, ce qui fait que l'offre de dollars étant supérieure à la demande, du coup, il va y avoir d'abord une première dépréciation de cette monnaie parce que les places financières donnent des signaux négatifs par rapport au dollar. Mais il y a un autre aspect qui est en filigrane, c'est que Donald Trump cherche aussi la dépréciation du dollar pour relancer son économie. Donc, avec un dollar fort, les exportations américaines piétinent. Et en ce moment, il faut tout faire pour faire baisser
le taux de change du dollar. Cette chute du dollar US pourrait avoir d'importantes répercussions sur les investissements et le commerce international. Mais pour les États-Unis, dont le poids sur ces deux secteurs est estimé à 21%, ils ont tout à gagner. Les conséquences de la chute du dollar, ce sont des conséquences voulues par l'actuelle administration. C'est pour relancer les exportations. Maintenant, un dollar faible, c'est ça leur objectif. En termes d'échange, ça va booster leurs exportations. Donc, du coup, faire baisser leurs importations et donc soigner davantage leur balance commerciale. Ça, c'est du point de vue économique pour les États-Unis. Maintenant, au plan international, un dollar faible signifie que les rendements des placements qui seront faits en dollars seront faibles. Donc, du coup, cela va pousser les investisseurs stratégiques ou encore institutionnels de rapatrier leurs fonds vers d'autres horizons. Mais attention, comme on le dit, le diable niche dans les détails. Les investisseurs tiennent compte dans un premier temps de la rentabilité, ce qui est normal, mais aussi ils tiennent compte de la prime de risque. Le risque encouru par des placements qui peuvent se faire ailleurs. Mais les États-Unis demeurent toujours une superpuissance qui est plus sûre que presque n'importe quel pays du monde. Donc, à la fin, l'impact de la monnaie restera tel quel et ça n'impactera pas significativement le fonctionnement de l'activité mondiale. Mais ça fera beaucoup de bien pour les États-Unis dans le long terme. La bonne nouvelle est que cette déroute du dollar US n'aura pas de répercussions sur notre monnaie, le franc CFA. Au contraire, elle demeure une opportunité pour les pays en développement qui doivent la saisir pour anticiper le remboursement de leurs dettes en cette période précise. Dr Madou Cissé. Pour ce qui concerne les répercussions sur nos économies, ça veut dire simplement que tous les biens qui seront achetés aux États-Unis vont être moins chers. Et donc, ça permettra aux importateurs des pays de l'UEMOA de se diriger davantage vers les États-Unis. Si toute chose égale par ailleurs, en tenant compte des distances et autres, ça leur permet de gagner des marges, mais j'en doute très fort que juste la dépréciation soit capable d'annihiler toutes les marges qu'ils peuvent avoir sur d'autres pays tels que la Chine. Et la Chine qui a des coûts de production les plus bas au monde, donc une simple dépréciation du dollar ne sera pas peut-être capable de créer tout ce gap nécessaire. Mais maintenant, il y a un autre aspect qui est important pour nos économies, si on peut anticiper, c'est-à-dire un dollar très faible signifie que les dettes deviennent très faible aussi. Ça veut dire que comme nous payons nos dettes en dollars, c'est les dettes qui sont libellées bien sûr en dollars, donc ça signifiera que quelque part, c'est le bon moment de payer ces dettes. Plus le dollar dégringole, plus les dettes deviennent de plus en plus moins chères en termes de remboursement, surtout si elles sont libellées en dollars, et ce qui est le cas des pays africains. À en croire le spécialiste, cette tendance devrait se poursuivre, notamment dans un contexte d'incertitude entourant les droits de douane. Et c'est cela tout l'objectif recherché par l'actuelle administration américaine. 13h passées de 27 minutes. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. Au micro Koumba Sissé, la partie technique est assurée par Bintou Traoré, réalisation Hawa Traoré et Lala Damile. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, coordination Brahma Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Les avis et communiqués, c'est tout de suite avec Fatim Damile. Bonne écoute à radiophonique. Bon après-midi à toutes et à tous.